Bon, vous savez, mon métier consiste à m'étonner. C'est pas toujours reposant. Et il s'agit de s'étonner devant des assertions idéologiques qui sont celles du pouvoir. C'est-à-dire de s'arrêter, de faire subir une halte critique à des expressions qu'on manie dans l'espace public, surtout de la part d'organisations de pouvoir qui ont un accès à la parole publique, de façon à ce que des termes, des expressions, des arguments, des enchaînements logiques nous pénètrent le cerveau sans qu'on prenne le temps de réfléchir à ce qu'on nous dit. Et quand on s'arrête à ce qu'on nous dit, peut-être lorsqu'on prend le temps d'écouter ce qu'on nous dit, très souvent on se rend compte à quel point ce qu'on nous dit est, sur une base quotidienne, énorme et franchement problématique. En ce qui concerne les multinationales, j'ai fait un travail effectivement sur elles, sur ce nouveau type de pouvoir que sont les multinationales, des pouvoirs qu'on pourrait appréhender de la même manière qu'on s'intéresse aux États, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer aujourd'hui que sur un même territoire, il y a des régimes de pouvoir concurrents et complémentaires, les États étant celui qu'on connaît le mieux, les multinationales en étant un qu'on arrive mal encore à cerner convenablement. En faisant cela, en menant mon enquête, mes études, je me suis intéressé à un cas de figure qui est celui de la firme Total. Et cela pour trois raisons. D'abord, je trouvais intéressant de m'arrêter sur un cas, le cas d'une firme, plutôt que de grappiller des exemples à gauche et à droite, parce qu'on m'aurait peut-être reproché d'aller chercher ce qui faisait mon affaire. Au fin d'une démonstration, là, je m'en suis tenu à une firme pour montrer tout ce que pouvait faire une multinationale quand on en isolait une. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi la firme Total, qui est cette entreprise dont le siège social est en France et qui s'intéresse aux énergies et principalement au pétrole. Donc, la deuxième motivation qui m'a amené à travailler sur Total, c'est son nom. C'est une peine quand on travaille sur une question comme ça, la firme s'appelle Total. On s'en doute que si la firme s'était jamais donné ce nom-là et que quelque part un jour un romancier écrit un roman noir sur une grande multinationale dans le domaine de l'énergie qui s'appelle Total, son éditeur aurait dit franchement t'exagères. Bon, surtout en 1953, à l'époque où Hannah Arendt écrivait sur le totalitarisme en URSS et en Allemagne nazie. Ça donne à réfléchir et j'en ai profité. Et le troisième point porte sur la manie ou la décision, la stratégie qu'ont les présidents directeurs généraux de Total depuis une quinzaine d'années de parler abondamment. En plus de services de marketing et de toutes sortes de représentants qui ont la langue bien pendue, ce qui permet de comprendre ce qu'il en est de la psyché du pouvoir lorsque elle est celui d'une firme privée d'envergure mondiale, Total par exemple. Et ce qui m'a intéressé de Total, par rapport au sujet du jour, qui est le marketing vert, c'est une phrase en particulier, une déclaration qui mérite vraiment une analyse du discours, comprendre ce que ça veut dire. Donc du PDG de Total en 2015, au moment de la COP 21, au moment où à Paris, la plupart des chefs d'État du monde convergeaient pour discuter du climat, Total, et c'est intéressant déjà, faisait partie des parties prenantes, faisait partie des acteurs qui ont signé la déclaration. C'est pas un État Total pourtant, mais il faisait partie des souverainetés invitées pour discuter. Et à un moment donné, Patrick Pouyanné, le PDG de la firme, a dit « Certes, oui, en ce qui concerne la crise du climat, les pétrolières dont nous sommes sont responsables, mais elles sont aussi la solution. » Dans le journal, avant la météo, puis après le chamaillage parlementaire, ça passe. Mais c'est quand même grave d'entendre cela. Parce que c'est un énoncé de pouvoir.
Si les Hells Angels disaient oui, bon, le crime organisé, c'est un peu nous le problème, mais on est aussi la solution. Tellement réfléchi. Et on voit qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut entendre? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que recouvrent ces termes, surtout celui de solution? Cela recouvre, lorsqu'on analyse ensuite la situation, que tout ce qu'on va présenter politiquement, comme étant de l'ordre d'une alternative générale, voire d'options divergentes pour s'éloigner du pétrole. Tout ce qu'on va pouvoir développer en termes de projets, le solaire, l'électricité, les agrocarburants, le gaz, ainsi de suite, c'est encore Total qui va nous le fournir. Tout ce qu'on va développer comme objet, vecteur de lutte contre ce qui nuit au climat, passera par ceux qui sont responsables du désastre climatique dans lequel nous sommes. Et cela vaut pour bien des filières. Je parle ici de Total parce que c'est le cas que le plus étudié, mais aujourd'hui, si on s'intéresse à l'agriculture biologique, et si on cherche à manger bio, il y a de fortes chances que notre fournisseur ultime soit Monsanto. Donc, on est dans un monde où ces entreprises-là se sont érigées comme des pouvoirs capables de peser sur le cours historique des choses, bien plus que comme des entreprises isolées dans un secteur particulier. Et c'est ça que j'aimerais étudier aujourd'hui, en partant d'une manière plus matricielle, par une autre assertion, qui est souvent, elle, mobilisée par les médias ou par toute personne qui, dans la langue courante, décrit une firme comme Total et qui va dire « Ah oui, Total, c'est une entreprise pétrolière française ». Moi, je dis que les quatre termes de cette expression-là nous amènent à errer, à commencer par une. Alors, si on dit que Total, c'est une entreprise pétrolière française, on se trompe sur toute la ligne. Et c'est la même chose si on dit de Bombardier que c'est une entreprise québécoise en aéronautique. Ou si on dit de Starbucks que c'est une entreprise dans le domaine du café qui vient des États-Unis. C'est plus compliqué que ça. Infiniment plus compliqué que ça. Et si on veut comprendre la force tentaculaire de ces pouvoirs-là, il faut développer et s'outiller, il faut développer un vocabulaire, des notions, des termes qui sont à même de cerner ce qu'elles sont comme pouvoir. Et je vais commencer par... Je vais insister sur la question de la pétrolière et de l'entreprise. Je ne parlerai pas trop du fait que ce n'est plus une société française, en disant simplement que Total a 72% de ses actions qui sont détenues par des porteurs qui ne sont pas français, notamment les démarrais ici, ou les pouvoirs qataris, chinois, ainsi de suite, américains. Mais je vais commencer quand même par une entreprise pétrolière française. Quand on dit que c'est une entreprise, déjà on a tout faux, parce que les firmes multinationales doivent être pensées d'une manière plurielle. Alors, Total, ce n'est pas une société, c'est 934 sociétés, en droit. On va dire que c'est une multinationale, et d'une manière peut-être plus rigoureuse, parfois on va dire que c'est un groupe. On va dire que c'est un groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un groupe d'entités qui, en droit, dans le droit commercial de ce qui se pratique dans le monde, là, sont autonomes. Toutes les filiales de Total, au Yémen, au Qatar, en Arabie Saoudite, en Algérie, en France, en Espagne, au Royaume-Uni, en Russie, au Brésil, en Uruguay, aux États-Unis, au Canada, toutes ces filiales-là sont autonomes. En droit, elles peuvent s'envoyer des factures, elles peuvent se poursuivre en justice, elles tordent la tête, elles peuvent se prêter de l'argent avec intérêt, elles peuvent se signer des contrats entre elles. Elles sont autonomes en droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en droit, on voit les pixels, mais on ne voit jamais l'image. On voit les tentacules, mais on ne voit jamais la pieuvre. En droit, l'État algérien a des prérogatives sur la filiale de Total qui est en Algérie. L'État français a des prérogatives sur la maison mère et les quelques entités qui peuvent être créées en droit français. Ainsi de suite pour la Belgique et pour le Chili et d'autres États. Mais aucune législation n'est capable de voter des lois dont la portée s'étendra
à l'échelle sur laquelle se déploie la multinationale, c'est-à-dire le monde. Donc on a des pouvoirs qui sont capables de peser sur le cours historique des choses, de tout leur poids, souvent en ayant un produit, un volume d'activité plus important que le PIB de la plupart des États où elle se trouve. Donc avec un pouvoir de corruption, de séduction, d'intimidation qui est extrêmement puissant, tandis que les États, eux, sont incapables de peser sur l'échelle sur laquelle, l'échiquier mondial sur laquelle la firme se déploie. Et cela a des incidences très grandes quant à la façon qu'ont les multinationales et leurs dirigeants de se penser. Maintenant, et je vais vraiment insister là-dessus, on dira, oui, Total, c'est une pétrolière. Bon, maintenant, on va dire parfois pétrolière et gazière. Mais c'est plus compliqué que ça encore. Déjà, oui, certes, posons-le d'emblée, Total reste une société pétrolière, assez désespérée du reste. Hein, parce qu'aujourd'hui, si on s'intéresse à la boue dans laquelle il y a du pétrole en Alberta, c'est qu'on a épuisé des ressources et des réserves qui étaient infiniment plus faciles à exploiter jadis. Alors, qu'on en est à aller à 2-3 000 mètres sous l'eau, hein, de manière absolument hasardeuse, avec toutes sortes de mécanismes pour prévenir les marées noires, hein, le jour où ça surviendrait, hein, pour aller exploiter des puits qui n'intéressaient personne il y a quelques décennies, c'est qu'on a poussé d'une manière aventurière pour l'humanité et pour les écosystèmes comme tels, les limites de l'extractivisme. On en est, quand on suit l'activité pétrolière, au fond, à exploiter les derniers gisements. Et là, on comprend qu'il est important de réaliser le virage énergétique pour pouvoir continuer à être des dominants. Et une des stratégies qui est clairement celle des pétrolières aujourd'hui, c'est de devenir des énergéticiennes. C'est-à-dire de s'intéresser non plus au pétrole comme avant, mais aux énergies. Et c'est une façon aussi de damer le pion des sociétés d'État qui ont pu, au Venezuela, en Norvège, en Iran, tenter eux aussi de jouer leur petite musique dans le concert des cartels pétroliers mondiaux, en les laissant siphonner les dernières gouttes qu'elles pourront toujours trouver dans les concessions qui sont les leurs, tout en travaillant à cette diversification des sources d'énergie qui relèvent de leur stratégie au XXIe siècle. Ce sont des gens assez pervers. Hein? Donc ils ne diront pas il faut coûte que coûte maintenir l'offre et susciter la demande par la publicité, par l'enfermement des gens dans des modes de vie qui sont insoutenables, etc. Non, on va dire, ah, mais c'est la demande. Parce que vous voulez, les gens veulent de l'énergie en masse, ils sont drogués au pétrole. Et là, il faudra leur proposer une camelote qui sera un petit peu comparable pour qu'ils puissent continuer à vivre sur ce mode-là, comme si c'était les gens individuellement qui l'exigeaient. Donc, ce sera le discours aussi des représentants de Total, en disant, mais nous, on est... Parfois, ils prennent une petite voix comme ça, alors que c'est des matamors, de fait, on fait juste fournir du pétrole, les gens les veulent. Donc, c'est notre métier. Un métier. Bon, alors qu'on façonne le réel pour que cette énergie-là soit requise. En combien de personnes au Québec n'ont pas le choix d'avoir une automobile? C'est même pas une question. Parce qu'ils sont coincés dans un mode de vie, dans un étalement urbain, dans des politiques de développement urbain qui datent des années 50 et 60, à l'initiative des constructeurs automobiles et des sociétés pétrolières pour les enfermer dans le modèle consumériste et énergivore qui est le nôtre. Donc, il y a cela. Et les firmes continuent non seulement de s'intéresser au pétrole comme instance extractive, mais à faire de l'exploration, à développer des techniques de pointe pour favoriser des nouvelles découvertes. Ça, c'est en amont, mais en aval, ensuite, en plus de tout ce qui concerne le transport, le raffinage, l'exploitation, il y aura la pétrochimie, la vente au détail, et aussi le courtage.
qui est la spéculation sur les marchés. C'est-à-dire, on vend du pétrole qui n'est pas encore extrait à des clients qu'on n'a pas encore trouvés par toutes sortes d'opérations comptables fantaisistes, qui fait qu'on peut tout de suite mettre dans un rapport annuel des transactions qui sont finalement hypothétiques. Donc ça existe toujours. Hein? Mais il y a un quatrième, quand on regarde l'organigramme de Total, on se rend compte qu'il y a une quatrième filière qui s'est ajoutée aux trois principales qu'on avait avant, exploration-production, qui concernait plutôt le pétrole, ensuite le raffinage, la chimie, ensuite il y avait le troisième secteur qui est celui du marketing et des services, et là il y en a un quatrième qui, dans la langue de Molière, puisqu'il s'agit d'une firme française, se lit comme suit, Gaz, Renewables and Power. Bon. Et là on nous dit qu'en 2035, et c'est là la solution tout à l'heure, en 2035, 20% des bénéfices et du chiffre d'affaires de Total sera redevable à ce quatrième secteur-là. C'est-à-dire qu'on se présente comme étant des acteurs de premier plan dans les filières qui se présentent à l'esprit des gens lorsqu'on est un petit peu, lorsqu'on est suffisamment informé, tout simplement, comme des domaines concurrents au pétrole. Moi, j'arrête le pétrole, je passe à l'électricité, je m'achète des panneaux solaires, je chauffe au granulé de bois, eh bien, j'aurai tout le temps comme fournisseur Total. Pas possible. Et c'est ça qu'essaie de faire le firme, c'est de s'imposer là où les politiques désastreuses qui ont été les siennes comme autorité souveraine, mais aussi celles des États qui l'ont créé toute pièce, ce Frankenstein qui est Total. Soit un nouveau marché pour la firme, de façon à ce qu'elle ne paie jamais le prix de ses turpitudes et de ses, de son agressivité historique en ce qui concerne l'exploitation. Donc, on a une firme qui a cette position-là, et elle a un service de marketing qui dit « Ah, ben tiens, c'est peut-être l'occasion de faire du marketing vert. » Et là, évidemment, au conseil d'administration, on trouve ça brillant. Parce qu'on est confronté aux limites de l'extractivisme. Il faut passer à autre chose. Donc, on va se dire, en plus, on va se donner le beau rôle. On va faire les gens qui font un monde honorable. Oui, c'est vrai. Nous sommes responsables de la crise du climat. Et comme nous sommes multimilliardaires, parce que nous avons fait beaucoup d'argent en externalisant les coûts de la production sur la nature elle-même, eh bien, nous sommes forcément ceux qui sont les plus à même, parce que puissants, de modifier les façons de faire, les pratiques, et de créer des filières, parce que nous sommes la solution, nous sommes multimilliardaires grâce, à cause de nos forfaits historiques en ce qui concerne l'exploitation, dans des conditions parfois d'ailleurs catastrophiques pour les populations. Donc on développe la filière du gaz en particulier. Et là, c'est là où on entre dans les finesses du marketing vert. Parce que chez Total, exploiter le gaz, c'est être écologiste. Surtout quand on s'assure de ne parler que du climat. On n'insistera pas sur le fait qu'on exploite le gaz de manière non conventionnelle. En Russie, aux États-Unis, en Algérie, en Argentine, à Chypre, ou dans des projets gaziers en eau profonde qui sont absolument inquiétants. Ça concerne l'eau. Ça tombe bien, on parle surtout du climat. Donc, parlons du climat. Du point de vue du climat, c'est super le gaz. On ne parlera pas du méthane non plus, qu'on génère en exploitant le gaz. On va parler du climat et de la production de CO2. S'en tenir à ça. Et là, le gaz, quand on fait preuve de beaucoup de restrictions mentales, là, puis qu'on offre des petits fours aux journalistes, peut passer comme étant écologiste. Parce qu'on a mis de côté l'eau, puis mis de côté le méthane. Bon, ça va bien. Surtout si on va très vite sur le gaz, et le gaz exploité par les méthodes de fracturation hydraulique, là, de manière non conventionnelle, pour dire, ben, à partir du gaz, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'électricité. C'est super, l'électricité, c'est propre. Donc, on va fournir, en Total, devient une marque
qui vendent de l'électricité, d'autant plus que la firme qui achète beaucoup, elle achète tout ce qui marche, comme les multinationales qui en prennent de moins en moins de risques. Hein. Ils regardent les start-up, les PME, comme ça se casser la gueule, quand il y en a une qui crée quelque chose qui marche, on l'achète. Bon. Donc là, on a acheté l'Empiris, qui est une firme qui vend de l'électricité au détail en Belgique, surtout, et qui avait une façon moins polluante que d'autres en Europe de fonctionner, et qui a permis à Total de se présenter comme vendant de l'électricité verte, bon, au détail. Et aussi, on développe le gaz carburant, en faire rouler des voitures à partir du gaz. Bon, en prétextant toujours que c'est écologique. Et ça permet à la firme même de faire du lobbying pour une taxe mondiale sur le carbone. Parce que de plus en plus, il faut voir que le gaz et le pétrole chez Total, c'est pratiquement à égalité là, en termes de rendement. Et on se dit, comme on tend vers le gaz et d'autres formes d'énergie, on va même devenir anti-pétrole. On pourrait se dire, ils sont fous, ils travaillent contre leur camp, ou ils ont compris, ils ont eu une révélation un peu comme Saint Paul, puis ils se sont dit, oui, c'est vrai que ce qu'on fait est vraiment... Non! C'est parce que la plupart des concurrents n'en sont pas là, hein, dans les conversions énergétiques, dans la diversification des sources d'énergie, notamment les petites sociétés nationales, comme celles qui se sont développées au Brésil, en Chine, et celles que je mentionnais tout à l'heure, qui, elles, sont confinées à la filière pétrolière. Donc, on va les plomber. Ce sont des concurrentes qu'on va en quelque sorte handicapées d'une taxe, pendant que nous, on va continuer de présenter le gaz comme étant une énergie verte. Et ils sont puissants, les amis. Ils vont chercher un type comme un ancien ministre de l'écologie, français, Jean-Louis Borloo, qui, au terme de sa carrière politique, devient lobbyiste pour une série de firmes françaises en Afrique pour amener le continent africain à accéder à l'électricité. Donc, on fait du lobbying à partir de la connaissance d'un ancien ministre, de la connaissance que peut avoir un ancien ministre des rouages, des appareils d'État, des carnets d'adresses, ainsi de suite. Et on essaie de convaincre d'une part des responsables de fonds d'aide au développement en Afrique et d'autre part des chefs d'État d'entrer dans un grand plan qui consiste à alimenter en électricité des villes africaines à partir de sources d'énergie qui sont celles dont on a parlé, en captant, en enfermant les militants dans une contradiction. Vous n'allez quand même pas vous opposer au développement de l'Afrique. Vous êtes vraiment des sans-cœurs. Donc, de vous opposer à notre beau projet de développementiste. Donc ça, c'est pour le gaz. Ensuite, il y a le solaire. Total a acheté SunPower, SunZil, et bon an, mal an, fait partie des toutes premières sociétés dans le domaine du solaire, de l'énergie solaire, les photovoltaïques et le reste. On peut y voir une avancée. C'est quand même bizarre de passer encore par les mêmes firmes. Mais n'oublions pas, et là je ne suis pas spécialiste en la matière, que néanmoins, pour produire des panneaux photovoltaïques, il faut passer par des métaux lourds. Donc, c'est tout le problème minier qui se pose, et les conditions d'exploitation, et tous les résidus que cela suppose, et les déchets. Mais ça, on n'en parlera pas non plus. On fait comme si le solaire, c'était le soleil qui directement était en quelque sorte mobilisé à des fins voulues. Ensuite, Total se spécialise dans les batteries de pointe, en achetant Saft, une grande société dans le domaine des batteries, mais aussi en se spécialisant dans des techniques de stockage et de captage qui sont assez aléatoires, qui sont sujettes à débat, mais qui permettent surtout de se positionner sur le marché du carbone, vendre du droit à polluer, trouver des techniques qu'on peut vendre aux Chinois après pour pouvoir revendiquer du stockage de CO2 de façon à pouvoir se positionner sur ce marché assez délirant, où on a voulu, par une sorte de bourse, régler un problème qui était fondamentalement politique. Ensuite, il y a l'enjeu des agrocarburants, qui consistent, eux, à importer de l'huile de palme depuis l'Asie pour transformer en France cette richesse-là, de façon à pouvoir
fournir en énergie des utilisateurs de véhicules. Alors, il faut voir que pour 500 000 tonnes d'agrocarburants, il faut importer 450 000 tonnes d'huile de palme. Et dans les infrastructures en France où on produit ces agrocarburants, il y a des syndiqués qui se disent « mais c'est complètement fou, l'énergie qu'on prend à importer cette huile de palme pour fabriquer ça, c'est strictement des effets d'annonce qui sont en cause. » C'est strictement pour ça. Et évidemment, quand on voit le Gabon en bas des pas, on se demande s'il n'y aurait pas des enjeux de souveraineté alimentaire qui devraient se poser par rapport à ce qui est requis pour produire cette matière première-là, plutôt que simplement l'orienter vers l'énergie. Et ensuite, il y a les techniques de pointe. On essaie d'exploiter des poules pétrolières, de régénérer des résidus marins, on exploite l'hydrogène, il y a toute la question des granulés de bois au détail qui sont vendus sur la marque Total. Il y a ensuite toute une recherche qui est faite sur les drones. Enfin, et ce qui m'a intéressé dans mon travail sur Total, c'est de voir à quel point la firme est partout. La firme, il n'y a pas un secteur plus ou moins relatif à l'énergie où on ne la trouve pas de manière dominante. Et cela nous amène effectivement à dire qu'elle est comme Shell, comme ExxonMobil, comme les puissantes, non plus devenues des pétrolières, mais au moins des énergéticiennes. Des sociétés qui ont un pouvoir considérable, surtout quand elles se liguent, ce qui est le cas dans les différents lobbies, pour prévaloir dans un domaine aussi névralgique que celui de l'énergie. Le pétrole, le gaz, l'électricité, le solaire, la recherche de pointe, le développement de logiciels aussi. Par exemple, Total a investi dans des logiciels qui permettent le covoiturage, là, comme Allostop à l'époque, ou Amigo Express. C'est rendu que Total est rendu là-dedans. En recherche opérationnelle pour penser le fret, le transport de marchandises, ils sont là aussi. Et on s'éloigne vraiment, et je vais vraiment insister là-dessus, on s'éloigne de l'époque où les entreprises s'intéressaient à une filière. On s'éloigne de l'époque où les entreprises étaient en quelque sorte circonscrites à un champ de compétences, un domaine qui pouvait quand même permettre d'une part ce qu'on appelle la concurrence, ce qui existe de moins en moins parce qu'on est dans des logiques oligopolistiques, c'est-à-dire les firmes multinationales entre elles arrivent assez vite à générer des logiques de cartel où elles, plus ou moins, elles ont un pouvoir sur les marchés, sur les prix de façon diverse et variée. Mais aussi, on est très loin de la logique des sociétés. On appelle souvent les entreprises des sociétés, dans la mesure où on n'a plus des associés qui, ensemble, mettent en commun un capital qu'ils auraient dans un droit libéral qu'on n'est pas obligé d'aimer, mais qui s'est observé, disons, au 19e siècle, et qui a amené donc ces sociétaires à s'associer, à créer une société de façon à amener à bien tel ou tel projet. On est dans des logiques qui n'ont plus de limites. Et cela m'amène vraiment à parler des entreprises multinationales plutôt comme des pouvoirs. Ce sont des pouvoirs. Et ce sont des pouvoirs qui n'ont pas de contre-pouvoir. Ce sont des pouvoirs qui se déploient sans frein. Tellement que, finalement, il y a bien des militants aujourd'hui qui ne sont pas mal intentionnés, mais qui, un peu dans un désarroi ou une aliénation pas toujours claire, vont les amener à s'engager dans toutes sortes de modalités volontaires. En disant, comme il n'y a rien qui va vous arrêter, comme vous pouvez tout faire, comme vous croulez sous l'argent, comme vous pouvez faire chanter les États sur la base de leur dette publique, par exemple, comme vous avez un pouvoir inouï aussi par rapport à toutes sortes de décideurs publics, au moins contenez-vous un petit peu. Au moins reconnaissez tel protocole, reconnaissez telle modalité, quoi. Empêchez-vous d'utiliser ceci, obligez-vous à faire cela. Mais il n'y a plus d'instances qui pèsent sur elle. Et c'est un vrai problème. Lorsque vous voyez
lorsque vous continuez d'écouter les dirigeants de Total parler, vous les entendrez dire par exemple, qu'elles ne s'intéressent pas à la politique. Elles s'intéressent à la géopolitique. C'est leur phrase récurrente. Nous, on ne fait pas de politique. La loi, c'est la loi pour tout le monde. Nous, on ne fait pas de politique et ça a l'air humble au début. Encore une fois, si on est en voiture, qu'on entend ça à la radio entre deux informations, on se dit, bon, ils sont corrects, oui, ils ne font pas de politique, ils font juste du business. Sans compliquer ça, ils font de la géopolitique. La politique, pour eux, c'est l'affaire des minables. C'est l'affaire de la plèbe qui s'entraînerait pour savoir qui va porter la couronne. Ça ne les intéresse pas de savoir qui va porter la couronne. Ce qui les intéresse, c'est de savoir dans quel cadre mondial tout titulaire de la couronne sera obligé d'évoluer. Et comment on peut finalement générer un type de loi qui n'est plus celui des États, un type de loi qui n'est plus celui des législateurs, et donc des citoyennes et des citoyens, selon les régimes où on se trouve, mais une loi qui est comme une loi présentée de manière transcendante. C'est la loi du marché, c'est la loi de l'offre et la demande, c'est la loi du commerce, c'est la loi de la mondialisation. Et on va présenter ces lois-là comme ayant, au fond, une force et une puissance qui est aussi marquante que la loi de la gravité. On va les présenter comme étant des choses incontournables. Et ensuite, il reviendra aux législateurs de, au fond, se conformer à ces lois-là. De la même manière qu'un législateur est obligé de reconnaître qu'il y a la loi de la gravité. Le législateur ne pourrait pas légiférer sans tenir compte des lois de la physique, disons. Mais c'est la même chose. On a naturalisé ces lois-là grâce à des lobbies, grâce à des formes d'organisation en cartel, par exemple, à partir du début du XXe siècle, qui ont fait qu'on a pesé sur des choses, notamment dans le contexte de guerre, sans que les législateurs soient capables de donner le change. Et je vous cite par exemple Patrick Pouyanné qui, dans une interview en 2014, il va d'une sorte de... Parce que parfois il divague un peu quand il parle, là, il ne contrôle pas nécessairement tout ce qu'il dit, il va de sa philosophie politique. Que dit-il? C'est ça qui est extraordinaire dans la mondialisation, dit le PDG de Total. Ce n'est plus un problème de capitalisme et de non-capitalisme. Bon, ça c'est son vocabulaire. Il y a effectivement toujours des différences. Il y a les libéraux et les moins libéraux. Je veux dire l'axe gauche-droite, les communistes puis les ultra-libéraux. Bon. Mais in fine, ce n'est plus ça le problème. C'est fini l'époque où on délibérait sur le bien fondé ou pas du capitalisme, sur le degré de libéralité qui devait qualifier l'agir en société. C'est fini ce temps-là. C'est fini, c'est caduc complètement. Nous vivons tous dans un système commun et donc ceux qui veulent s'en extraire seront forcément des perdants. Donc nous avons un système commun. C'est celui-là, c'est celui des affaires, c'est celui de la mondialisation, c'est celui des grandes firmes qui ont un pouvoir exorbitant. Et quiconque ne convient pas de l'existence de ces autorités privées-là que sont les multinationales vont être perdantes. Et il a une façon très, très préoccupante de présenter les choses, parce que, et c'est là où il s'agit, à mon sens, d'un totalitarisme pervers. Le totalitarisme décline du non total, là, je ne l'ai pas inventé, dans la mesure où il s'agit de présenter une volonté comme si elle était dans l'ordre même des choses. On ne dira pas « je veux imposer mon pouvoir sur un mode, je ne sais pas moi, coercitif, parce que j'ai le pouvoir de le faire, et voilà comment les choses vont se passer selon ma volonté ». C'est jamais ce qu'un PDG va dire aujourd'hui. Il va dire « ma volonté est tellement grande qu'elle est passée au stade objectif des choses. Et c'est dans l'objectivité même que se manifeste ma volonté. Je n'ai même plus à la déclarer comme telle. » Lors de la dernière législature en France, il y a à un moment donné, il était vaguement question qu'on plafonne les salaires des PDG. Parce que vous savez que le 1er janvier, un PDG se mouche et il a déjà gagné autant que la plupart d'entre nous dans toute une année. Bon.
Le PDG de Total, donc Patrick Pouyanné, qui commande tout. Lui, il va dans les médias, il commente l'élection de Poutine, il commente les tensions entre la Russie et les États-Unis, il commente les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, il se positionne sur les grévistes qui sont contre une réforme de loi, une réforme du Code du travail en France. Il se prononce sur tout. Bon. Donc, quand il se prononce sur cette rumeur, là, plus qu'un projet de loi, il a dit si le gouvernement va de l'avant avec ses intentions, toutes les sociétés vont s'en aller. Ce n'est pas une menace, c'est seulement ce qui va arriver. Et c'est intéressant de voir psychologiquement qu'on en est là. En quelque sorte, à intégrer sa volonté au réel. Et à montrer que le réel, et pas le faire strictement de manière rhétorique. C'est pas seulement de la rhétorique, c'est que c'est vrai, c'est rendu vrai. Parce que ces acteurs sont tellement puissants, il y a tellement de gens qui mangent dans leurs mains, ils ont tellement financé de carrières politiques, de carrières universitaires, d'institutions culturelles, d'institutions de recherche. S'il ne s'agit pas, en quelque sorte, d'enfermer les États par toutes sortes de menaces, dans toutes sortes au fond, de chemins obligés, avec le pouvoir des lobbies aujourd'hui qui est, je pense, là aussi incommensurable, je pourrais y revenir, on arrive à faire en sorte que la décision qui est la sienne soit le réel. Et on finit en disant, de toute façon, il y a la demande, c'est les gens qui veulent du pétrole, de l'énergie, qui veulent ce rythme de vie-là. Mais on ne rappelle pas que on a fait en sorte que la firme façonne le mode sociologique et les pratiques de vie consuméristes qui sont les nôtres. Et il nous y incite. Donc, quand on s'intéresse à une firme comme celle-là, il y en a d'autres, on se rend compte qu'elle a un pouvoir diplomatique. Elle signe la COP21, l'accord entre les États. Elle fait partie des signataires, au même titre qu'un autre pouvoir, une souveraineté. Quand Vladimir Poutine reçoit Patrick Pouyanné à Moscou, au Kremlin, avec tous les honneurs qui sont réservés normalement à un chef d'État, et qu'au terme de la rencontre, le Kremlin émet un communiqué de presse, comme il se doit lorsqu'on rencontre un chef d'État. Là, c'est seulement le chef d'une souveraineté d'une autre nature. On lit ceci de Patrick Pouyanné, une déclaration dans le communiqué de presse du Kremlin au terme de la rencontre entre le PDG de Total, Pouyanné, et Poutine. Qu'est-ce qu'on lit? Même si Total est une société privée, c'est la plus grande entreprise française et elle représente d'une certaine manière le pays lui-même. Et à l'Élysée, c'est-à-dire dans les instances de la présidence française, personne ne s'est offusqué de prise de pouvoir, quoi. Bon. Et donc, on a là un réel pouvoir diplomatique. Aussi une façon d'intervenir entre des États qui continuent d'exister néanmoins. Là, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'existent plus. C'est pas un autre régime. Et qu'il s'agit de mettre en relation. Je pourrais parler de tellement de choses. Peut-être que je finirai par un élément plutôt logique et conceptuel, là, plutôt que simplement énumérer sur en quoi les tentacules sont infinis. Peut-être un dernier exemple quand même à ce titre, là, je n'y résiste pas. Vous vous rappelez peut-être d'un type qui était un petit peu rigolo, on l'oublie un petit peu maintenant, il y a peut-être François Hollande. Il est venu ici au Canada, il pensait que la capitale c'est Calgary, donc il est arrivé là d'abord. Il y avait des infrastructures de Total, donc c'est par hasard, il dit, tiens, c'est encore en France ici. Là, il s'est mis à vanter, évidemment, les sables bitumineux, comme une merveille du monde. Ça, il a pris l'avion, puis il est arrivé à Ottawa parce qu'il était passé tout droit. Et à Ottawa, il s'est mis à vanter les politiques de lutte contre le réchauffement climatique voulues par la France, parce qu'il y a la COP21 qui s'en venait. Ça, il est venu à Montréal, il a vu les installations culturelles, la SAC, puis il s'est dit, tiens, on pourrait faire des films ici pour lutter contre le réchauffement climatique. Enfin, voilà, la confusion faite. Évidemment, il fallait bien faire quelque chose de cet ex-président pour qu'il ne soit pas strictement un clochard qui fasse la mendicité dans la rue, après que plus personne ne veuille lui parler, étant donné le quinquennat qui était le sien. Alors, il est devenu le responsable d'une ONG destinée à favoriser l'innovation sociale dans la jeunesse en France, et cette ONG-là est financée par Total. Et quelques ministères.
Donc on a là un pouvoir qui se développe continuellement. Du point de vue de la recherche, du financement de la recherche, du financement d'universités, on a dans toutes ces ramifications de l'empire total, toute une organisation qui s'appelle Total Professeurs Associés. Et ce sont des professeurs, des spécialistes, des experts, des ingénieurs qui travaillent pour Total et dont le mandat est d'interagir avec des universités pour offrir des cours, des formations payantes, évidemment, des formes d'encadrement, des principes fondamentaux, idéologiques, évidemment. Et il y a des pays où ça fonctionne très bien, tellement qu'à Montréal, par exemple, un des membres des professeurs associés de Total est devenu directeur général de l'école polytechnique à Montréal. C'est quelqu'un qui vient directement de chez Total. C'est tout à fait emblématique du genre d'entrisme qui se pratique de la part de la firme. Et vous avez par ailleurs une marque pédagogique, c'est l'expression, qui s'appelle Planète Énergie, qui fournit aux écoles du monde, en anglais et en français, des données scientifiques à enseigner aux étudiants sur l'énergie. Et évidemment, il y a plus de données techniques que historiques et sociales, et on n'explique pas vraiment comment des composantes historiques de Total, comme Elf ou la Compagnie des Français de pétrole, ont contribué à la colonisation violente, brutale et impérialiste de la France en Afrique, par exemple. On ne l'enseigne pas tellement. Mais on explique comment on peut donner des bourses à des étudiants ou financer des centres de recherche dans différents pays du monde. Et s'il s'agissait de penser aujourd'hui le pouvoir, j'ai utilisé et je vais vraiment conclure là-dessus avant qu'on ait envie de croquer dans des capsules de cyanure. Si on a pensé le pouvoir aujourd'hui, ce face à qui on est, là, quand même ici, on est vraiment dans une sale période historique compliquée. On est face à des pouvoirs, donc je les ai présentés comme tentaculaires, j'ai parlé de totalitarisme, ce sont des pouvoirs d'une nature perverse. Et je distingue ce totalitarisme pervers d'un totalitarisme d'une autre nature qu'on a mieux défini, analysé et connu dans le siècle précédent, qui serait un totalitarisme que je qualifierais, lui, de psychotique. On a eu trois grandes périodes, s'il s'agit de schématiser, je conclure là-dessus, de schématiser, puis de comprendre l'évolution du pouvoir depuis 100 ans. On a eu des pouvoirs psychotiques. Alors, les pouvoirs psychotiques dirigés par des figures hyper visibles, tonitruantes. Il fallait vraiment être autiste pour ignorer d'où venait le commandement dans l'Allemagne nazie. Il fallait, quand on considère qu'il y avait à la même époque, plus ou moins, là, Staline, Hitler, Mussolini, Franco, etc., on avait là des figures écrasantes qui se présentaient comme la source même de l'autorité et du pouvoir et qui exerçaient leur autorité sur un mode impitoyable et hyper visible. Bon, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, bon, la guerre froide, et ainsi de suite, et on a développé en Occident un nouveau type de pouvoir que je qualifierais, lui, de névrotique. C'est un pouvoir dans lequel on essayait d'amener les gens à aimer l'autorité, à y adhérer presque librement. Et ça a été Kennedy, De Gaulle, Trudeau, des figures comme ça, l'évêque. On était dans une époque, on disait, féconde, là, pour, en quelque sorte, générer de la confiance, de l'adhésion, de l'amour du pouvoir. Bon, c'était une période névrotique. Et aujourd'hui, on est entré dans une période perverse. Et qu'est-ce que c'est qu'un pervers du point de vue du pouvoir? C'est un psychotique qui essaie de se faire passer pour un névrosé. Mais vraiment. C'est-à-dire que c'est un acteur extrêmement puissant qui a la capacité à établir des dynamiques commerciales mondiales, à poursuivre des États devant des tribunaux factices que sont les mécanismes de règlement différents, comme le CIRDI, qui permettent, grâce à toutes sortes d'accords multilatéraux, bilatéraux, signés à la va-vite par les États, de faire passer devant des tribunaux vraiment douteux des États qui tout d'un coup essaient d'imposer
une taxe ou un droit de douane, ou modifier un petit peu les règles du jeu quand l'économie l'exige, ou quand il y a un nouveau gouvernement, et ainsi de suite. Donc il y a ce lobbying qui est extrêmement puissant, qui ne consiste pas simplement à faire subir une sorte de pression à des décideurs publics, mais qui consiste à mettre toute la société sous pression, avec des experts, des journalistes, toutes sortes de relais, des directeurs de chambres de commerce, des directeurs de journaux, des vedettes, des sportifs, ainsi de suite, qu'on met dans le coup pour créer un climat qui est favorable à la décision politique sur tel ou tel dossier. Bon, je vous invite à lire Bernard Le Charbonnier sur ces questions-là, ou d'autres, Éric Eugène. Donc, on est face à des acteurs hyper puissants qui arrivent à faire passer, comme je le disais tout à l'heure, leur pouvoir, leur volonté, leur désir dans l'ordre même des choses, en faisant en sorte que leurs pouvoirs viennent en quelque sorte de la base, viennent en quelque sorte des gens, dans une forme d'aliénation, où on va voir des gens, d'une manière même convaincue, prendre le parti des grandes entreprises en les voyant comme des alliés, pratiquement, et en parlant leur nom. Et il y a tout le vocabulaire aujourd'hui culturel qui se développe, qui consiste à dire, ben, finalement, moi, je suis une petite entreprise, je suis un entrepreneur de moi-même, j'ai mon capital santé, j'ai mon capital beauté, je gère mes relations, je gère mes amitiés, et je sais me vendre auprès d'eux. Et on est complètement rentré dans une logique culturelle, maintenant, qui convient au pouvoir, qui fait en sorte que le pouvoir, qui en plus salarie les gens tout en faisant des actionnaires, rend les gens captifs des logiques boursières, se présente comme des créateurs de richesses, ainsi de suite, arrive vraiment à faire en sorte qu'objectivement, leur pouvoir se trouve en quelque sorte véhiculé par ceux qui sont subordonnés à lui. Bon, et se trouve donc promu par ces gens. Et vous avez par exemple Benoît Hamon, qui est un autre candidat lors de la dernière campagne présidentielle en France, qui a été auparavant ministre de l'Éducation en France, et qui disait aujourd'hui les lobbies n'ont même pas à se mobiliser. L'ENA, l'École nationale d'administration publique, là, forme des fonctionnaires en les formatant en lien avec ce que les grandes entreprises souhaitent qu'ils soient. Donc on n'a même plus d'avoir de lobby, le personnel d'un ministère finit par parler comme des lobbyistes. Bon, et il y a toute cette espèce de travail de l'intérieur qui rend ce pouvoir extrêmement efficace, dans une sorte d'autonomie qui fait qu'ensuite les PDG du monde, les grands investisseurs du monde, présentent le monde comme en quelque sorte rimant avec leurs intérêts. Et c'est vraiment le triomphe de l'idéologie. Et de sorte qu'aujourd'hui, un pouvoir arrive à être si puissant, du point de la persuasion, de l'idéologie, et aussi de la diversité des filières d'activité des portefeuilles, qu'il s'agit moins de régner comme Hitler ou comme Staline en ayant une sorte de volonté, un commandement qui s'impose brutalement sur une masse. Il s'agit plus de vivre les choses comme ça. Il ne s'agit même pas d'avoir un dessein très particulier. Il s'agit d'être tellement puissant qu'on tire profit de toute conjoncture. C'est ça être puissant aujourd'hui. Tirer profit de toute conjoncture. Faire en sorte que si les cours du pétrole montent, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a beaucoup de gisements qui sont en attente et on fait travailler les foreuses de façon à générer une production brute qui sera vendue à grand prix sur les marchés. Ici, le prix descend, mais c'est pas grave parce qu'on a des stocks, puis on pourra à ce moment-là, par la pétrochimie ou la distribution au détail, vendre un bien qui ne nous coûte pas cher en amont et en aval, le faire le vendre avec des grandes marges. Si les Américains sont contre nous, parce qu'on veut exploiter le gaz en Chine, en Russie, c'est pas grave, on va se tourner vers les Chinois, parce qu'on a des liens avec eux. Hein? Puis quand on sera en froid avec les Chinois, on se tournera vers le capital saoudien, parce qu'on est proche d'eux. Et donc, l'idée, c'est plus de dominer comme avant, avec une sorte de dessin très précis, c'est d'être suffisamment fort, un peu comme Internet, là, pour faire en sorte que son pouvoir passe par un canal ou un autre, peu importe lequel, selon la conjoncture. Et c'est de régner par rapport à une sorte d'étendue et de diversité de ses pouvoirs que jamais une petite structure, même une moyenne structure, même une très grande structure comme Hydro-Québec, par exemple, sera capable d'accoter. Et c'est le monde dans lequel on est, et j'en parle moins pour nous décourager que pour tout simplement nous rendre lucides, voir dans quel cadre on est, et nous amener à souhaiter, et je vais m'arrêter là-dessus parce que je sais que celles qui vont me suivre sont plus engagées dans des formes pratiques de lutte, là, et ça sera à elles de parler, mais quand même de nous engager dans des objectifs qui
qui sont certes très grands, mais qui sont les seuls qui vaillent. Et je finis vraiment là-dessus. Le problème des multinationales, ce sont les multinationales. Et la solution, ce sont leurs dissolutions. Elles sont inacceptables. Il n'y a aucun démocrate qui peut souffrir une seule seconde qu'autant de pouvoir soit concentré entre aussi peu de mains, alors qu'il s'agit d'enjeux névralgiques. La pharmacologie, l'agroalimentaire, le transport, l'énergie, l'éducation, la culture. Il n'y a pas de raison qu'on confie ça à une poignée d'avares et de cupides qui sont sans foi ni loi et qui n'ont en tête non pas seulement le profit, mais leur pouvoir, le fait de régner sur le monde. On ne peut pas tolérer ça. Et donc, l'objectif, si on veut, ultime, c'est la dissolution des multinationales pour qu'on retrouve des échelles quand même administrables, gérables et concevables. Hein? Mais d'ici là, il y a toutes sortes de mesures, de pratiques, d'avancées qu'on peut faire qui sont sectorielles, qui sont partielles, qui sont certes insatisfaisantes, mais qui sont néanmoins de l'ordre de ce que l'on peut faire. Et tant qu'on peut avancer, faisons-le.